Le Paris-Brest-Paris, c'est en direct sur Radio Cyclo. Bonjour à tous, auditeurs de Radio Cyclo. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est plusieurs à vouloir parler. On va parler du Paris-Brest-Paris. C'est un événement mythique qui a lieu tous les 4 ans. J'ai le plaisir de recevoir, donc prochain en 2023, j'ai le plaisir de recevoir Luc Copin. Bonjour Luc, qui est le président de l'Audax Club parisien, qui est l'organisateur. Bonjour Luc. Bonjour. Jean-Pierre Chardon, qui est lui le chargé événementiel, je ne sais plus comment on dit, qui a été nommé et qui est en train de peaufiner avec tous les gens de l'Audax Club le prochain parcours, le prochain événement 2023. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Et Philippe Guillet, qui fait partie de l'Audax Club parisien depuis longtemps, qui a dû avoir à son actif plusieurs Paris-Brest-Paris sur le vélo et qui là est en train de concocter un parcours qui reste toujours Paris-Brest-Paris, mais avec des petites nouveautés. Bonjour, bonjour Philippe. Bonjour Jérôme. Alors Luc, avant tout, voilà, vous êtes en train, alors pourquoi on se parle aujourd'hui? Vous êtes partis à plusieurs dans une voiture, vous avez fait plus de 2000 km pour aller reconnaître le parcours, pour aller rencontrer les municipalités, les associations locales, pour que ce Paris-Brest 2023 soit un événement encore mieux, j'allais dire, que tous les autres qui ont déjà eu lieu. C'est exact. En fait, donc, le Audax Club parisien, dont je suis le président, est organisateur du Paris-Brest-Paris randonneur. Et contrairement aux 3 précédentes éditions, il va y avoir des nouveautés qui sont déjà à la tête de l'Audax Club parisien et de l'organisation elle-même, puisque depuis ces 3 dernières éditions, c'était un duo, Thierry Rivet et Paul Arsac, qui ont mené à bien la réussite de ces différentes éditions. Là, vous allez avoir droit à un nouveau président, moi-même. Ensuite, suite à l'adaptation donc de l'engouement pour le Paris-Brest-Paris et devant l'évolution sans cesse croissante du nombre de participants, l'Audax Club parisien a décidé de s'adapter et a décidé de faire appel à ce qui s'appelle une maîtrise d'œuvre, en la personne donc de Jean-Pierre Chardon ici présent. Donc c'est une autre nouveauté. Et il y aura des nouveautés au niveau parcours, parce qu'il y a des critères qu'on a voulu un peu plus importants cette année, qui sont la sécurité et le respect. Enfin, donc d'axer le Paris-Brest-Paris vraiment sur le participant et lui faciliter le déroulement de l'organisation de son épreuve. Alors, ça aura lieu en 2023. J'allais dire, ça y est, vous êtes mis au travail sur le terrain, mais en fait, vous êtes sur le travail vous êtes sur le terrain entre chaque édition. Ça a lieu tous les 4 ans. Donc, Jean-Pierre Chardon a été nommé un petit peu pour coordonner, pour mise en place. Et à ce titre-là, vous avez été visiter les villes, les associations sur un parcours qui va un petit peu changer. On en parlera avec Philippe tout à l'heure. Vous avez été reconnaître un petit peu, voir comment les municipalités allaient mettre en place un certain nombre de choses pour que ça soit la grande fête que ça a toujours été d'ailleurs. Tout à fait, oui. C'était important de démarrer, de prendre contact avec tous les organisateurs, tous les représentants et organisateurs sur les points de contrôle et villes accueil. D'abord pour leur signaler que la machine est en marche, qu'il faut se mettre en route. On s'est aperçu qu'ils sont prêts, ils sont dans les starting blocks, peut-être même avant nous. Comme ils nous disaient à chaque passage qu'on a quand même rencontré, fait 10 réunions, et à chaque fois, il suffit de claquer des doigts et les bénévoles sont là. Donc, ils sont tous prêts à nous accueillir, et c'était formidable. Alors ça Jean-Pierre Chardon, c'est un gros boulot. Il faut le prendre en amont, pardon. Voilà, on est à 1 an et demi du départ. On en parlera tout à l'heure. Les brevets qualificatifs vont démarrer en 2022, c'est-à-dire demain. Ça y est, c'est parti. Vous êtes sur le terrain. On est effectivement sur le terrain. Alors, on a commencé depuis le mois de juin dernier à structurer le projet en identifiant des groupes de travail, en essayant d'organiser les périmètres d'activité des uns et des autres. Surtout, c'était important.
Et puis, effectivement, l'objectif de cette fin d'année civile 2021, c'était d'aller sur le terrain pour organiser une première reconnaissance du parcours, mais profiter de cette première reconnaissance du parcours pour partager avec les équipes régionales. Et ça a été une nouveauté parce que jusqu'à maintenant, l'Audax Club parisien se livrait à des reconnaissances du parcours, mais n'allait pas forcément à la rencontre des équipes régionales comme on a pu le faire tout au long de la semaine. Et ça nous a permis de rencontrer plein de publics complètement acquis à la cause du Paris-Brest-Paris, clairement. Alors, tout le monde est partant. Il y aura des bénévoles de l'Audax Club. Il y aura des bénévoles dans chaque ville. J'allais dire, et vous l'avez dit, mais tout le monde est prêt, tout le monde vous attendait, un claquement de doigts et ça y est, c'est parti. C'est vraiment, quand le Paris-Brest-Paris passe dans une ville, il ne fait pas que d'aller de Paris à Brest, mais il passe dans des tas de petites villes, des tas de petits villages, où c'est réellement la fête, où on s'aperçoit que les gens sont heureux, que ce soit les commerçants, que ce soit les municipalités, les associations locales, sont heureux de voir passer tous ces gens qui viennent du monde entier. C'est vraiment, et je le répète, c'est vraiment la vraie fête. C'est la fête du cyclotourisme, hein, sur tout le trajet pendant à 1200 km. Ça va être la fête du vélo, la fête du cyclotourisme dans tous les petits villages. Et puis surtout, ce qu'on a voulu faire, c'est de faire prendre conscience aux équipes régionales qu'elles avaient la chance d'accueillir le Paris-Brest-Paris sur leur territoire. Et on a eu en face de nous plein de populations différentes. Bien sûr, on avait les équipes régionales. On a vu qu'on avait beaucoup d'institutionnels, les maires, des représentants de communautés de communes. On a même eu à Villaine-la-Juhel la présence d'un député dans l'assistance. On avait des conseillers régionaux, départementaux. On sent que pour le Paris-Brest-Paris 2023, il va y avoir un engouement un peu décuplé, qu'on va avoir un projet que beaucoup de populations différentes vont s'approprier. On avait même des partenaires économiques. Donc voilà, le Paris-Brest-Paris, le passage des milliers de participants venus du monde entier suscite de l'intérêt. Alors, on a perdu un petit peu Jean-Pierre sur la fin, mais on a bien compris. Philippe, vous êtes un des anciens du Paris-Brest-Paris. Vous l'avez fait plusieurs fois, certainement à vélo. Vous êtes en train de concocter vous avez été justement sur les routes pour aller voir des petites nouveautés, pour mettre en place des petites nouveautés. Le parcours, sans changer, va changer. Oui, tout à fait. En fait, on avait surtout un impératif, et moi qui l'ai fait effectivement, comme vous l'avez rappelé un certain nombre de fois, on avait un impératif de sécurité. C'est le maître mot de ce qui a conduit ma recherche de parcours. Donc, des petites modifications. Globalement, bien sûr, on va toujours de Paris à Brest et on revient. On va traverser les mêmes villes contrôle. Et donc, entre ces villes contrôle, nous avons, la semaine dernière, fait énormément de reconnaissances pour voir quelle était la meilleure route, la route la plus sûre. Et quand je dis la route la plus sûre, c'est la route suffisamment large pour accueillir 8000 cyclos, puisque l'Audax Club parisien a fixé la jauge à 8000 cyclos. Donc, des routes suffisamment larges, des routes avec une signalisation horizontale, donc une ligne blanche le plus souvent possible, voire même des lignes de rive qui facilitent la progression nocturne. Et donc, tout ça, ça a généré de nombreuses heures de reconnaissance avant par des outils informatiques bien connus du style Street View. Et puis, beaucoup d'allers-retours entre des villes contrôle la semaine dernière, puisque je crois que nous avons fait plus de 1000 km entre Brest et Dreux, ce qui doit faire un peu plus de 500 normalement, donc on a doublé la distance. J'allais dire, c'est pas la route la plus directe, mais ça, pas vraiment. ça vous a permis de voir, puisque c'est une fête, il ne faudrait pas que la fête soit entachée de problèmes, et notamment de problèmes de sécurité. Vous avez raison, 8000 cyclistes, hommes, femmes, jeunes, vieux, qui vont s'élancer sur les routes par vagues. Donc, c'est vraiment important. Vous attachez vraiment une importance majeure à cette sécurité. Oui, et puis aussi ne pas être une gêne trop importante pour la circulation automobile. Et donc, en ce qui concerne la partie ouest du parcours, en gros de Fougères à Brest,
L'idée, c'est d'avoir des parcours différenciés à l'aller et au retour pour qu'on ne prenne pas la même route et qu'il n'y ait pas un croisement de cyclistes qui ajouterait aux difficultés de la circulation. Oui, parce que, alors un des trois va me répondre, mais quand il y a 8 000 personnes qui s'élancent, ben, il y en a qui vont mettre, je ne sais pas quel est le temps du vainqueur, mais il y en a qui Dans vont les mettre 42 heures. Il y en a qui vont mettre 42 heures, j'allais dire un petit peu moins de 2 jours. Enfin, ceux-là ne vont pas dormir, c'est un autre débat. Et puis, il y en a qui vont prendre leur temps, il y en a qui vont mettre une semaine ou 5 jours. Bon, bref, il faut effectivement coordonner tout ça et puis coordonner les animations, la communication qui aura lieu. Ça, c'est le travail de Jean-Pierre Chardon. Oui, alors, premier élément de communication, c'est que, Jérôme, tu parlais de vainqueurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les finishers seront vainqueurs, quoi. Ça, c'est important. Ça, c'est le véritable esprit du Paris-Brest-Paris. C'est le finisher. Et en termes d'axe de communication, ça, c'est un élément fort. Donc, comme le disait Philippe, effectivement, la reconnaissance du parcours, beaucoup de kilomètres, des routes le plus sécurisées possible. Et le phénomène nouveau sur cet aspect tracé, c'est effectivement éviter le croisement des longues files de vélos sur la route pour respecter les autres usagers. Luc Copin, donc en termes d'animation, donc on est 2023. Vous êtes un nouveau président. Vous l'avez fait de toute manière, vous, le Paris-Brest-Paris, vous le connaissez bien pour l'avoir fait à vélo. Mais donc il y a quelques nouveautés de communication, nouveautés d'animation. Oui, en ce qui concerne le Dax Club parisien, on va s'intéresser plus particulièrement au site départ-arrivée, sans occulter bien sûr tout ce qui va se passer le long du parcours, mais là c'est plus le rôle de Jean-Pierre Chardon. Et donc la nouveauté qui va se mettre en place sur le site départ-arrivée, que l'on ne connaît pas encore d'ailleurs, ce sera de l'installation d'un village événementiel qui va permettre, sur lequel on va permettre aux différentes villes contrôle d'installer un stand et de valoriser ainsi leur territoire. Et ça, c'est une proposition qui a été faite dès Brest et qui a tout de suite eu l'accueil favorable de tout le monde. Et on a eu des idées. C'était de la fraise à Brest, de l'andouille à Quédillac, je crois. Avec une petite plaisanterie de limousine à Carré. Enfin bref, tout le monde a accueilli ça avec bonheur et s'est dit, ça y est, on sait de quoi on va parler quand on va arriver à Paris, installer notre stand. En gros, on va bien manger sur le Paris-Brest-Paris, peut-être pour les accompagnateurs, mais aussi les participants, tous ceux qui seront finishers ou pas, mais les participants qui vivent vraiment ça de l'intérieur. Il n'y a pas que le vélo, c'est de dire on profite pour visiter les territoires, pour voir ce qui se passe à Carré, pour voir ce qui se passe à Loudéac, pour voir ce qui se passe à Brest, Jean-Pierre. Ouais, c'est ça, l'une des idées nouvelles, effectivement, c'est de donner l'opportunité aux participants qui vont côtoyer, qui vont venir sur le site départ, notamment à peu près une petite semaine avant le top départ du dimanche après-midi, de profiter du lieu, de faire découvrir les territoires. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre un pavillon par site contrôle, faire en sorte que chaque site contrôle délègue du personnel, soit du personnel de l'office de tourisme, soit des employés de la mairie, soit tout autre acteur économique pour promouvoir les spécialités de son territoire. Et puis au sein de ce village événementiel, c'est une requête qui nous avait été faite par un organe de presse bien connu, c'est Radio Cyclo qui voulait être accueilli dans de bonnes conditions sur le village événementiel. Oui, donc on fera un point presse aussi là. Alors, je vous remercie d'accéder à nos demandes, mais le but aussi, c'est de Radio Cyclo de participer à cet événement, d'être en place, pourquoi pas retransmettre en direct pendant 3 jours, pendant 4 jours, en s'arrêtant, pas forcément faire un plateau uniquement sur le départ, mais un plateau radio ou plateau TV aussi sur d'autres points, parce que les Français connaissent un petit peu la France, quoique, qui vont participer, mais tous les étrangers, c'est une bonne manière de venir découvrir ce merveilleux pays qu'est la France et tous les territoires traversés. C'est un peu comme ça que vous avez choisi le parcours aussi, Philippe. Oui, tout à fait. Le parcours, on l'a modifié par endroits.
On ne va pas en dévoiler le détail exact, d'abord parce que ce n'est pas complètement validé, et puis qu'on fera sans doute une reconnaissance l'année prochaine. Sans doute, je dis même, c'est certain, d'autres reconnaissances. Le parcours, il traverse tout un tas de petits villages en dehors des sites contrôle. Et moi qui l'ai fait plusieurs fois, je me souviens encore de ces enfants qui sont sur le bord de la route avec une table de camping et qui t'offrent à boire des petits gâteaux, ou en pleine nuit, dans la Mayenne, où il y a quelqu'un qui tient un petit stand et qui offre à boire et à manger à tous les cyclos qui veulent bien s'arrêter, voire même parfois un coup de cidre ou un coup de calva. Et puis, oui, tout avec fait. modération, évidemment. Bien sûr, avec modération. De toute façon, en vélo, ça ne peut être qu'avec modération. Et puis, en remerciement, on leur demande s'ils veulent un peu d'argent. Mais on lui dit, tu m'envoies une carte postale d'où tu habites. Et donc, il a 2500, 3000 cartes postales de tout le monde entier. Donc, tout ça, il faut qu'on le conserve. Donc, ces points d'accueil en Bretagne, dans les pays de la Loire, on va les conserver. Et on va traverser d'autres nouveaux villages qu'on ne traversait pas avant. Et donc, on s'attend encore à un engouement supérieur à ce qu'il était ces dernières éditions. Luc Coppin, au travers de ce que nous dit Philippe, j'allais dire, outre l'aspect sportif, parce qu'on pédale, parce qu'on a 1200 km à faire, à peu de choses près, c'est une formidable aventure humaine, aussi bien pour les organisateurs, les bénévoles, que tous les concurrents. Oui, donc il va y avoir, pour parler de chiffres, il va y avoir une jauge qui est établie donc à 8000 participants, dont on espère peut-être 2500 Français minimum. Pour que tout se déroule bien, il y a à peu près 2000-2500 bénévoles tout au long du parcours, donc du départ jusqu'à Brest, tout le long, qui vont s'atteler donc sur le site départ à animer le point de départ, à remettre des documents dans les sites contrôle, à faire les pointages, à offrir de la restauration et des points de sommeil, et plus des contrôles le long du parcours. Et ça fait donc toute une vie qui tourne autour de ces Paris-Brest-Paris. Et bien évidemment, on ne recense pas toutes ces personnes, comme disait Philippe, qui jonchent tout le parcours et qui offrent à boire, à manger et un lieu pour dormir. Alors, le Paris-Brest, donc, il existe depuis tellement d'années. Moi, sur les événements vélo sur lesquels je me balade, je croise parfois des gens qui ont fait le Paris-Brest, fini ou pas fini, c'est une autre histoire, mais ils en parlent toujours avec des étoiles dans les yeux. Et Jean-Pierre Chardon, du coup, pour terminer, ce que vous voulez mettre en place, tout va vers la joie, vers la passion, vers le bonheur, et que tous ces gens qui seront venus de France ou du monde entier repartent en disant ce Paris-Brest-Paris 2023, c'était formidable. Oui, tout à fait. Je pense que si on résume, c'est injecter de la nouveauté en maintenant l'ADN du Paris-Brest-Paris. Donc, l'ADN du Paris-Brest-Paris, c'est le défi, c'est le projet, c'est le dépassement de soi, c'est le partage, c'est la mise en avant des territoires, et puis c'est le rêve tout bonnement. Donc, on va s'y consacrer, on va faire grossir la partie rêve du Paris-Brest-Paris pour la 20e édition du Paris-Brest-Paris Randonneur en 2023. Voilà, écoutez, on a bien compris, vous avez fait 2000 km, plein de nouveautés en vue, on en reparlera sur Radio Cyclo. S'il y a d'autres comment dirais-je, d'autres étapes où vous allez reconnaître, écoutez, si quelqu'un de chez Radio Cyclo est disponible, pourquoi pas, à une seule et unique condition, évidemment, qu'on le fasse à vélo, parce qu'on ne va pas le faire en voiture, on va aller reconnaître le parcours à vélo, Jean-Pierre, en tout cas sur 5 km en ce qui me concerne, et puis après je vous suivrai. Mais c'était intéressant, vous trois, merci Philippe, merci Luc, merci Jean-Pierre, de faire un retour sur cette semaine où vous avez pu voir tout l'engouement qui existe, toute l'envie des collectivités, des associations, des commerçants sur le parcours pour rendre un Paris-Brest-Paris 20e édition encore plus belle que toutes celles qui ont déjà eu lieu. Merci messieurs. Merci, au revoir. Au revoir. Le Paris-Brest-Paris, c'est en direct sur Radio Cyclo.